nappe? J'imagine qu'on prend que les choses. Tu fais une machine à laver? Lors de ce routage, on va être 3, enfermés dans la maison pendant 45-50 jours. Moi, c'est Erwan Israël. Je suis un des navigants et aussi routeur depuis la Transat Jacques Vabre d'il y a 2 ans. Donc ça va être ma 3e épreuve en tant que routeur. Je pense que Jacques Vabre, plus le PC, je suis pas sûr que ça tienne. Je m'appelle Benjamin Schwartz. Je suis routeur chez Gitana pour ce Tour du Monde Arkea Ultimate Challenge. Tu vois, tu peux pas mettre 3 écrans côte à côte sur... Non, mais ça, je pense pas faire avec. Je m'appelle Julien Villon, je suis ici pour faire part de la cellule de routage du Maxi Edmond Rothschild. Ils connaissent très bien le bateau, ils ont navigué avec nous déjà sur des navigations d'équipage. Ouais, je pense que comme c'est très long, on est d'accord qu'on commence à établir un peu d'écart, quoi. De toute façon, je pense que c'est même sain. Bon, sachant qu'il y a des moments, si c'est chaud, on sera plus réveillé, mais... Donc je fais juste des quarts simples, et de toute façon on restera quand il y a besoin en plus. Et là je fais des quarts de 6 heures. Un quart de 6 heures, ça fait tourner, c'est pas mal. Donc on va faire des quarts, on va être 3 à se relayer. Évidemment, la plupart du temps, il y en aura 2 sur les 3 qui seront réveillés, comme ça permet d'échanger. Ça permet de discuter sur les choix, la stratégie. On est toujours plus performant quand on est 2 plutôt qu'une seule personne qui pourrait être un peu fatiguée ou pas très lucide. La communication avec le bateau, c'est quelque chose d'assez compliqué. Charles sera très fatigué à un certain moment, donc il faut bien vérifier que l'information soit passée. On fait très attention à ça, on utilise le chat énormément pour qu'il y ait une trace écrite, comme ça il peut nous relire et on l'appelle quasiment jamais. On part de tout ça, on se met tous ceux-là et puis on check, mais ok, ça ira. Finistère, Westan, ouais, ils sont tous. Les fichiers sortent 2 fois par jour en général, ou même il y a des fichiers qui sortent toutes les 6 heures, donc c'est bien de se synchroniser un peu avec les fichiers météo. Mais l'idée, c'est que tout le monde reste lucide pendant 45 jours parce que mes dernières expériences du routage montrent que ça peut être assez intense. Il y aura plein de conditions où on sera tous les 2, voire à 3, à être dessus quand la situation le demandera. On va s'adapter en fait. Et puis on a l'appui de Chris Bedford aussi, un météorologue américain qui fera ça depuis chez lui. Donc en fait, on fait des calls réguliers sur des situations compliquées par des applications type Telegram, WhatsApp. Comme ça, il y a une trace écrite. Quand on est fatigué, on peut se relire. C'est un peu plus facile. On tend vers un départ au portant, donc ça c'est vraiment sympa pour les marins à bord. Et puis après, la suite, on commence à regarder. On a fait déjà plein de routages, mais on est encore loin. Donc on est déjà dans le rythme. On commence à faire des simulations pour pas être surpris. Bon, donc le débit, 250 descendants et 92 montants, donc c'est top. Je mets sur le logo Parker. Bah écoute, on est à Brest, sur le bateau, mais à Brest. Alors ça, c'est la voile, le J2, c'est la voile qui sert presque le plus souvent que le J2. C'est une voile intermédiaire qui va nous servir dès qu'il y a un peu de vent pour faire face au vent ou même quand il y a beaucoup de vent, vent arrière. Et après, on peut mettre des voiles plus grandes devant. Ces voiles-là, on les descend, on les tombe sur le pont, elles sont rangées. Parce que si on les laissait en l'air, en fait, les boudins, ça nous freinerait parce que ça fait de la traînée aéro. Alors on les affale beaucoup en équipage, en solitaire, on réfléchit beaucoup avant de l'affaler parce que c'est tellement long comme manœuvre, c'est la manœuvre la plus dure, je pense, du bateau. Entre le moment où je vais décider de la préparer, cette voile, et le moment où je serai prêt à la dérouler, enfin même qu'elle sera réglée, c'est presque 40 minutes, 40 à 50 minutes d'effort. Sans foil, on ne vole pas. C'est la pièce maîtresse du vol, c'est vraiment la pièce la plus importante, c'est la pièce la plus lourde aussi dans les appendices. C'est la pièce la plus dure à manœuvrer à chaque manœuvre, donc on utilise toujours celle qui est sous le vent. Donc si le vent vient de la droite, eh ben, on va utiliser le foil de gauche. Et donc le remonter et le descendre, c'est un gros effort aussi. Les mâts des ultimes ont la particularité, et des multicoques en général maintenant, ont la particularité de basculer. C'est-à-dire que quand le bateau penche, on va le pencher de l'autre côté pour qu'il reste vertical et que la surface de voilure soit plus efficace et que son poids en plus soit du bon côté. En général, on bascule le mât juste avant de changer d'armure parce que le remonter tout seul au vent
c'est un boulot titanesque. Ça, on ne peut pas le faire. Avant, il y avait un trou sous la baume et le vent s'engouffre là et ça fait des perturbations qui gênent le bas de la grand voile. Donc on essaye de boucher ce trou. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de plaque et c'est un effet positif en aérodynamique. C'est assez technique, mais voilà, on voit ça sur tous les bateaux maintenant de régate, de plus en plus les bateaux de la Coupe de l'Amérique notamment. On essaye de faire l'effet de plaque parfait. C'est très compliqué sur un bateau de course au large, mais c'est vraiment la mode et c'est l'avenir. Donc en fait, sur tous les ultimes maintenant, presque de nouvelle génération, les safrans sont relevables. Parce qu'en fait, le safran qui est au vent des voiles ne sert à rien, ou très peu. Et on le remonte pour éviter d'ailleurs qu'il y ait des collisions avec. Chaque safran aussi a un plan porteur, donc une petite aile qui est la plus petite par rapport aux autres appendices, mais qui permet de tenir. Donc le bateau il est un peu en équilibre sur son foil, et les autres sont juste là pour stabiliser un peu le vol. Donc la zone de vie elle est assez simple. Hein. Où est-ce qu'on va pouvoir vivre? On cherche toujours à être léger. Je me suis fait un beau matelas Bultex là pour dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait la grosse difficulté de dormir en mer c'est que ça bouge. Et dormir quand vous bougez c'est très compliqué. C'est un peu comme si vous êtes à la maison et quelqu'un vous tape sur l'épaule ou vous bouge toutes les 2 secondes, c'est impossible de dormir. Donc on essaye de faire un matelas un peu sarcophage dans lequel je vais vraiment être calé avec notamment ma tête. Vous voyez, il y a un trou pour la tête. Donc voilà, je dors ici. Et puis ici, j'ai aussi la navigation qui se fait beaucoup là. Alors avec tous les échanges que je peux avoir avec la Terre, avec mes routeurs, à l'extérieur. On communique aussi beaucoup maintenant par messagerie instantanée, WhatsApp, Telegram. Et ici se trouve, pareil, ma cuisine. Donc, je réchauffe juste de l'eau et cette eau me permet de réchauffer des plats au bain-marie. C'est très simple à faire, ça me prend 2 minutes pour avoir un plat chaud et voilà. Il vient d'être à Brest, sous le soleil. En fait, je crois qu'on ne prend pas encore tout à fait la dimension de l'événement. On est tellement dans le train de la préparation, etc., qu'on n'a pas encore pris la distance par rapport à la course qui nous attend. C'est un départ de course, une course majeure. On a tous la pression, mais c'est une pression qui est, on va dire, maîtrisée et puis qui est assumée et qui fait du bien de toute manière parce qu'on aime la compétition. On travaille toute l'année pour ça et là on sent qu'on est à 200%. Bon, la sprint de préparation elle a été sereine, on a fait l'ensemble des vérifications, des checks, de façon à se retrouver, on va dire, serein le jour du départ. On arrive à la fin, proche du départ. Plus on est proche du départ, plus la job list se termine. On voit en revanche que au fur et à mesure, l'équipe prend la mesure de l'événement et de ce qui va se passer. On voit bien, ne serait-ce que dans les regards, ne serait-ce que dans tout ce qu'on prépare au fur et à mesure, on voit que l'événement, il est en train de, en tout cas la course, elle est en train d'arriver à grands pas. Et je pense que le jour du départ, je pense que l'émotion, elle sera palpable et on saura vraiment là où on va.